Amina Ghourib Fakim, présidente de la République de Maurice, est le grand témoin de votre journal, l'invité exceptionnel de 64 minutes. Merci d'être avec nous, Madame la Présidente. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous avez pris vos fonctions le 5 juin, très précisément, 2015, il y a 4 mois tout juste. Votre accession à la présidence de la République de Maurice a été saluée partout dans le monde. Vous êtes aujourd'hui en France, à quelques semaines seulement de la grande conférence mondiale de l'ONU sur le climat. Vous êtes venu parler en particulier, je crois savoir, de biotechnologies. En quoi sont-elles, selon vous, un avenir pour aider à la préservation de notre planète ? Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir sur votre programme. Vous savez, la biotechnologie, c'est un outil qui est très important, qui réunit effectivement les grandes sciences. Parce qu'on parle de la biotechnologie, on parle de la transversalité de la thématique scientifique. Ouais. Et c'est un outil qui est très important pour, effectivement, quand on parle de la COP 21, parce qu'avec l'émergence d'une technologie forte de la science, d'ailleurs d'emblée, le continent africain va sortir gagnant, parce qu'on n'attend que ça pour effectivement remettre toutes les grandes décisions sur les rails pour faire avancer effectivement la planète. Alors dans quel domaine ça peut être important concrètement, ces biotechnologies, Madame la Présidente ? Bon, c'est transversal parce que quand on parle de la réduction de la pauvreté, on parle par exemple de l'assainissement des eaux, on parle de l'assainissement de l'atmosphère, de l'air. Alors du coup, là, on parle de tout ce qui est technologie. Quand on parle de l'émergence du secteur entrepreneurial, on a besoin effectivement de la technologie pour faire émerger. On parle beaucoup de la technologie de l'information et de la communication. Alors d'emblée, la technologie et aussi la biotechnologie seront des thématiques transversales qui sont très importantes pour le continent. Alors vous êtes chimiste de formation, vous êtes l'une des spécialistes d'ailleurs les plus reconnues au monde sur les plantes de l'archipel des Mascareignes. Vous voulez faire de votre pays, les Maurices, un modèle en matière d'exploitation de cette ressource naturelle. C'est un domaine dans lequel l'Afrique justement pourrait miser et prendre toute sa place ? D'emblée, je dois dire que les îles Mascareignes, comme vous dites, c'est un point chaud planétaire. C'est-à-dire on retrouve des plantes qu'on ne trouve nulle part au monde. Et d'ailleurs, si on regarde aussi le continent africain, il y a plusieurs points chauds sur le continent africain. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi que si l'Asie, c'est-à-dire les grands pays comme la Chine et l'Inde, ont fait une percée en médecine, c'est une médecine traditionnelle, tel n'est pas le cas pour le continent africain parce que, et moi je vais dire les choses comme elles sont, c'est que les États n'ont pas su vraiment donner l'importance comme il se doit à cette thématique qui est la médecine traditionnelle. Alors vous évoquez donc cette question de la biodiversité qui, reconnaissons-le, n'est pas franchement, semble-t-il, la priorité à quelques semaines de la COP 21. On parle très peu des animaux, on parle très peu de la nature. Quelle voix allez-vous porter au juste à Paris ? Vous savez, c'est peut-être pas bien de dire que la biodiversité n'est pas très connue parce que notre survie, la survie de la race humaine dépend effectivement de la survie de la biodiversité tout court. Parce que c'est un secteur qui nous fournit effectivement les services écosystémiques. Sans la biodiversité, effectivement, dans le sens le plus large du terme, excusez-moi, on est mal barré. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque l'emblème de votre pays, c'est le dodo. C'est un oiseau qui a été exterminé, qui a disparu en fait. Peut-être la première fois sans doute par l'action de l'homme, c'est ça ? Bon, effectivement, il y a eu un pas de l'action de l'homme parce qu'il n'y a pas eu effectivement à ce moment précis une reconnaissance de la valeur de cette biodiversité, ce composant de la biodiversité. Et comme vous dites, combien de dodos on doit effectivement détruire pour vraiment prendre conscience du fait que la nature est fragile et qu'il faut que nous mettions le paquet pour préserver notre biodiversité. Un oiseau en partie détruit par le colon britannique. Votre pays est donc concerné au premier chef par ce réchauffement de la planète. C'est un pays insulaire, on le rappelle, l'océan Indien qui se trouve à 2000 km environ, on l'a vu sur la carte, à l'ouest, à l'est de Madagascar. En quoi ce fléau du changement climatique est-il une réalité pour vous ? Bon, déjà, on a constaté des cyclones qui sont de plus en plus violents. Là, le dernier en date, c'était avec des vents de l'ordre de 280 km par heure. Ouais. Et on a effectivement constaté les pics de température qui grimpent. Et on a eu effectivement des inondations
assez brusque et on a vu effectivement presque 180 à 200 mm d'eau en 3 heures. Alors du coup, on peut dire que ce sont effectivement des symptômes du changement climatique. Et comme tout pays insulaire, bien entendu, tout pays insulaire, vous craignez la montée des eaux. À quelques semaines du début de cette COP 21, est-ce que vous êtes optimiste ? Je suis une optimiste prudente. Et on doit l'être. Il y a effectivement des défis, mais ces défis peuvent être traduits en opportunités. Et d'où l'importance de ce sommet. Et on attend beaucoup de ce sommet, parce que si on dépasse le cap de 2 degrés, la planète, on va faire des conséquences. Mais vous pensez que les pays du Nord et les pays en voie de développement sont capables de s'entendre pour l'intérêt de la Terre ? Il ne faut pas être partisan dans ce contexte pour dire que les pays du Nord et les pays du Sud, c'est l'humanité. C'est les défis qui confrontent l'humanité dans son ensemble et on a tout intérêt à travailler ensemble, à se mettre tout de son côté pour avancer pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Être collectif, pour autant, on sent qu'il y a quand même des freins. Il y a notamment des lobbies, des groupes de pression, notamment les grands industriels qui souvent font passer leurs intérêts avant même celui de l'environnement. Est-ce que vous croyez que ces freins pourront un jour lâcher, céder ? Là, les discussions qui mènent effectivement au COP, on constate qu'il y a des volontés à faire émerger l'intérêt de la planète, l'intérêt de la survie de l'humanité. Et si on va avec cette démarche, je suis confiante, je suis optimiste. Alors, quelques informations sur la République des Maurices. Le pays que vous présidez, c'est un pays qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, qui compte 1 300 000 habitants, ancienne colonie britannique, je le dis, mais qui a connu aussi une présence portugaise, une présence arabe, un siècle également de présence française. L'indépendance, c'était en 1968, République proclamée en 1992. Voilà pour ces informations. Vous êtes, vous, une scientifique de renommée mondiale, je l'ai dit. Vous êtes la première femme à avoir été professeure d'université sur l'île, à avoir été aussi doyenne, il me semble, à l'université. Comment passe-t-on au juste de la science à la politique ? Dans les sciences, on prend des décisions, on est très cartésien, on regarde ce qui fonctionne, ce qui marche. Et j'aurais souhaité que dans le monde politique, on prend aussi des bonnes décisions pour faire avancer le sort de la population pour lequel effectivement on a pris, on a la responsabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'osmose et beaucoup de convergence dans les deux thématiques scientifiques et politiques. Dans un entretien, vous avez déclaré, après votre arrivée au pouvoir à la tête de la République de Maurice, vous avez dit « En tant que femme et en tant que musulmane, je suis une minorité ». Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui d'être un symbole ? Il faut ce symbolisme au sommet de l'État. Quand on vit dans un pays pluriel comme Maurice, il faut qu'il y ait cette représentation au sommet de l'État, que ça conforte effectivement les minorités. Je dis minorités parce que l'islam est minoritaire à Maurice. Mais je crois que le symbolisme d'avoir une femme musulmane à la tête, ça a fait sauter quelques verrous, si ce n'est qu'au point de vue féministe, parce qu'on dit qu'on a fait sauter le verrou du plafond de verre, qu'on a effectivement pu trancher. Et le symbolisme est aussi important d'avoir une femme. Et avoir une femme musulmane, ça fait un peu un buzz dans certains pays où peut-être les droits de la femme musulmane ne sont pas forcément respectés. Et dans votre pays, qu'en est-il justement en matière du respect des droits des femmes ? On a beaucoup progressé. On a beaucoup progressé, surtout par le fait que l'accès à l'éducation a été possible. Et du coup, les parents n'ont pas eu fait un choix pour l'éducation des garçons et l'éducation des filles, c'était devenu un réflexe naturel. Et une fois qu'on a adressé le fait que la fille peut avoir une éducation, ça fait progresser les conditions féminines. Donc l'éducation est la clé de tout. C'est un pays, vous l'avez dit, multiconfessionnel, pluriel, multiethnique. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas les crispations que l'on retrouve parfois dans des pays comme la France, dans des pays comme la Belgique, dans des pays occidentaux, entre guillemets ? Moi, je dis que notre diversité, c'est notre force. Et c'est au travers de cette diversité qu'on a pu construire le Maurice qu'on connaît. Et pour effectivement avoir cette notion de cohésion, de tolérance, de valorisation, ça passe avant tout par une éducation.
La République de Maurice est très souvent citée à juste titre comme un modèle de bonne gouvernance sur le continent africain. Bonne gouvernance, mais pas seulement. C'est un pays aussi qui est en bonne santé sur le plan économique. Vous êtes par exemple le 8e au monde en termes de liberté économique. Comment expliquez-vous cette réussite ? Cette réussite a été construite au fil des années. Cette réussite a été possible avec la gouvernance. Cette réussite a été possible avec l'alternance qu'on a eue chaque 5 ans. On a des élections. Si on a cette gouvernance, si on a l'éducation, si on a tous ces paramètres qui sont mis effectivement dans le panier, je pense que les pays seront sortis. Vous avez dit alternance, il y a plusieurs pays africains qui connaissent en ce moment des soubresauts. Est-ce que vous avez un message, par exemple, aux chefs d'État sur le continent qui veulent se maintenir en modifiant la Constitution ? Chez nous, la Constitution est sacrée. Et si on veut des modifications de la Constitution, ça passe par un référendum nécessairement. Et c'est le peuple qui détient les pouvoirs. Et je crois qu'au mois de décembre, quand la population a voté, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un vote, ça compte. Alors je sais que vous avez un lieu de prédilection lorsque vous êtes en voyage à Paris. Je vous vois sourire, un site que vous visitez à chaque fois que vous venez dans la capitale française. Quel est ce lieu? Dites-nous. Ce serait forcément le muséum d'histoire naturelle. L'histoire naturelle de Paris, pour moi, c'est un lieu de pèlerinage parce que j'y crois, comme j'ai dit tout à l'heure, notre survie dépend de notre biodiversité. Comment on la conserve? Parce que quand on la conserve, c'est pas forcément altruiste, c'est assurer notre survie sur cette terre. Et là, vous y êtes allé ou pas encore? Pas encore, j'ai pas eu le temps. Vous allez trouver un créneau, c'est ce qu'on vous souhaite. Et dernière question pour finir, vous avez répondu à nos questions sur TV5 Monde, chaîne francophone mondiale dans un parfait français. Quel est votre rapport à cette langue? On a rappelé les diverses présences dans l'île Maurice. Quel est votre rapport à la langue de Molière? La semaine dernière, on a célébré le tricentenaire de la présence française à Maurice. Alors, les Français sont partis, je dois dire, 1810 avec la présence des Britanniques, mais il y a eu ce pragmatisme entre les Français et les Anglais de garder quelques acquis. Et parmi ces acquis, je dois dire merci effectivement aux Anglais d'avoir gardé la langue de Molière, comme vous dites, parce que ça nous a grandement aidé dans notre progression économique, avoir cette diversité, ce soubresaut linguistique depuis très tôt de l'enfance, ça aide beaucoup à l'apprentissage d'autres langues. Parce qu'à Maurice, petit pays, on parle quand même 14 langues. 14 langues pour 1 300 000 habitants. Amina Ghourib-Fakim, présidente de la République de Maurice. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci beaucoup.